Mon nom est Déborah Cherenfant. J'aurai le plaisir de modérer ce panel. Un panel qui va parler de maillage entre municipalités et entreprises à travers un outil bien spécifique, les défis innovation. Donc, si vous permettez, je vais lire quelques notes justement pour vous décrire un peu les défis innovation et surtout vous décrire l'organisation qui présente ce panel, parce que je pense que les panélistes passionnés que je vais vous présenter dans quelques instants auront beaucoup à dire sur ces deux éléments, parce qu'ils ont été choisis, entre autres, pour leur rôle en tant que lanceurs de défis, mais aussi comme municipalités qui ont participé et qui ont des besoins en matière de transition énergétique. D'abord, quelques mots sur Alliance Métal Québec, à l'AMQ, qui présente ce panel. L'AMQ a été mandatée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation de l'Énergie pour être le porteur du programme Défi Innovation pour la fabrication métallique industrielle et apporte un outil précieux en matière de transition énergétique. Les défis innovation permettent de faire des liens entre les ministères, les organismes publics, les entreprises qui sont capables d'élaborer des solutions innovantes à cet effet, notamment en matière de transition énergétique à travers le développement durable. Au cours de la prochaine discussion, donc, on va découvrir comment des PME ont pu développer des défis qui répondent aux besoins des municipalités. Vous savez, le titre de la conversation aujourd'hui est très précis. On est dans le cadre d'un congrès qui parle de transition énergétique de différentes façons. Et nous, on va l'aborder de façon d'un spectre bien particulier, la fabrication métallique. En effet, les industries, les organismes municipaux souhaitent s'éloigner des énergies fossiles et transiter vers les énergies vertes, mais est-ce que la mise en place de partenariats ville-entreprise fonctionne? Et c'est ce que nos panélistes vont démontrer dans quelques instants. Alors, j'aimerais maintenant vous les présenter, pas dans l'ordre, mais quand même, je vais commencer avec Raoul Pascal, qui est directeur service de la gestion des équipements motorisés. Raoul est gestionnaire depuis plus de 20 ans dans des organisations privées et publiques. Il s'est spécialisé dans la gestion des opérations, l'optimisation de processus d'affaires et il a participé, entre autres, à la mise en place de plans stratégiques et de transformation. Raoul, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez rajouter sur votre parcours pour mieux vous connaître? Bien, en fait, il y en avait déjà beaucoup là, merci. En fait, je dirais tout simplement que l'innovation, pour moi, est quelque chose de très important et que dans l'intérieur de mon parcours, c'est toujours quelque chose que j'ai regardé et que ce soit dans le domaine privé que public, pour moi, c'est important. Et donc, tout ce qu'on peut faire dans ce sens-là, c'est ce que je rajouterais par rapport à mon propos personnel, c'est cette envie d'aider à cette transformation-là, autant public que privé, et c'est de trouver le meilleur mariage. Fait que ça aligne beaucoup mon approche de gestion. Merci, Raoul. À la droite de Raoul, c'est Michel Delaplante du service de sécurité incendie et sécurité publique de la municipalité Saint-Michel-des-Saints. Polyvalent, Michel Delaplante est bachelier en sciences en enseignement en éducation physique, pompier depuis plus de 27 ans. Il a occupé la fonction de capitaine avant de devenir directeur, service des incendies et sécurité publique de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, à temps partiel d'abord en 2018, puis à temps plein depuis 2021, quand il a décidé de quitter son emploi d'agent de protection de la faune pour relever ce défi. Michel, d'autres éléments que vous voudrez qu'on connaisse? Pour faire un petit raccourci là-dessus, moi, je carbure au défi. Il faut toujours que j'ai un nouveau défi à m'apporter ou dans ma tête sans arrêt. Donc, aujourd'hui, c'est mon prochain défi. Merci d'être avec nous, Michel. Jonathan, à ma gauche, Jonathan Lesage, qui est président d'Équipement RH, avec plus de 20 ans d'expérience en gestion technique et 10 ans en tant que président des équipements RH. Jonathan cumule des connaissances et des expériences reconnues dans l'industrie du détail et de la fabrication. Son parcours professionnel l'a, entre autres, amené à siéger au conseil des directeurs de pièces de Yamaha Motors Canada et chez Groupe Bibo, où il a supervisé leur vente et la production. D'autres éléments à rajouter? Oui, mais en fait, les dernières 10 ans ont été vraiment plus axés sur la production, mais surtout l'innovation d'une industrie particulière qui est dans l'aérien. Donc, tous les efforts à rassembler des équipes, à trouver des nouvelles idées, puis être un petit peu plus précurseur de ce qui existe dans un domaine qui est beaucoup plus conservateur. Mais c'est les aspects que j'ai rajoutés vraiment à mes connaissances. À votre connaissance. Sabin Boily, à l'extrémité que je vais présenter par la suite. Sabin est titulaire de baccalauréat en génie physique. Je suis convaincue que certaines personnes dans la salle, vous l'avez déjà croisé dans le cadre de ce congrès parce qu'il est pas mal impliqué dans le contenu et dans l'organisation. Titulaire de baccalauréat en génie physique de l'École polytechnique de Montréal, d'une maîtrise et d'un doctorat en sciences de l'énergie de l'INRSS, pardon.
Il a effectué des travaux postdoctoraux en métallurgie à l'Université Laval. Il a de nombreux brevets, publications, présentations et conférences à son actif. Sabin a été membre du personnel scientifique de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec où il a participé au développement de matériaux nanocristallins, en particulier pour la production de réservoirs d'hydrogène. Sabin? Bien, premièrement, bon matin à vous tous, chers collègues. Bon matin à tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup à Time One de nous avoir invités et permis d'organiser ce débat-là. Peut-être le chapeau le plus intéressant aujourd'hui, j'ai été PDG d'une société de valorisation, donc prendre des technologies universitaires, les amener au marché. Donc, et pour prendre une analogie en lien avec l'énergie, je serai l'électron libre ce matin pour mettre un peu de piquant dans le débat et peut-être l'amener un peu plus loin. Est-ce que ça veut dire que le débat n'a pas assez de piquant d'abord? Ah, mais j'aime tout ce qui est piquant. C'est bon. La dernière personne, et non la moindre que je vais présenter, c'est Olivier de Gamotech. Et je réalise, j'ai présenté mes excuses de lire sur un téléphone parce que ma tablette, c'est la partie où j'essaie d'être drôle, mais pas vraiment. Ma tablette a un peu lâché prise avec la bordée de neige. Elle a décidé de rester à Montréal et de ne pas se joindre à nous. Et là, je réalise que je n'ai pas la bio d'Olivier de Gamotech. Oh. Donc, Olivier, il va faire ça comme un grand et se présenter tout seul. Donc, Olivier est président de Gamotech. Et Olivier, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Moi, je suis natif de Montréal. Je suis ingénieur de formation de l'Université McGill. J'ai quitté après ça le Québec pendant 20 ans pour faire une carrière à l'international en Europe, en Asie. Je suis revenu il y a 2 ans pour fonder Gamotech parce que moi, j'étais en construction puis je voyais qu'il y avait un grand besoin de décarboner les travaux de construction. Et en arrivant au Québec, j'ai été très bien accueilli par les municipalités, aussi grâce au défi innovation, pour pouvoir commencer par décarboner les travaux publics. Donc, c'est de ça que je dédie la prochaine partie de ma vie au Québec pour décarboner la construction mobile. Merci, Olivier Brault, d'avoir fait ça comme un grand. Et je rajouterais qu'Olivier est diplômé de l'Université McGill en génie informatique et a complété un EMBA à la China Europe International Business School. Donc, merci à vous 5, effectivement, d'être présents ce matin. On va commencer. Donc, vous aurez compris, surtout avec la note biographique qu'on a choisi de vous présenter, qu'on a des personnes, donc Raoul et Michel, qui représentent des municipalités. On a Jonathan et Olivier qui représentent des entreprises. Comme je vous le disais, ce sont des personnes qui ont été choisies, entre autres, parce qu'ils sont des lanceurs de défis, des défis innovation, le sujet de conversation aujourd'hui, et des entreprises qui ont pu répondre à ces besoins de municipalité de différentes façons. Donc, la première question, je vais m'adresser aux personnes qui représentent les municipalités, donc à Michel et Raoul, pour savoir un peu comment est-ce que cette transition énergétique se passe au sein des municipalités. Je vais peut-être commencer avec Raoul. Ah oui, OK. Quels sont vos défis, les enjeux d'une ville? Vous êtes basé à Québec, Oui, Raoul? nous sommes basés à Québec, effectivement. Le défi est à plusieurs endroits. Il y a tout d'abord le défi que le gouvernement nous lance lui-même. Lorsqu'il nous dit que pour 2030, écoute, il n'y aura plus d'achat de véhicules thermiques, c'est une vision. Maintenant, il faut opérationnaliser cette vision-là. Donc, pour nous, notre première étape est de voir comment ça se fait au sein des véhicules légers, particulièrement, quand je parle de véhicules légers, je parle, camionnettes, voitures et tout ça. Par contre, dans une deuxième phase, pour nous, en fait, ça, c'est la phase 1. Parallèlement, mais ce n'est pas terminé, il faut penser à la phase 2. Déjà, c'est-à-dire, pour nous, tout ce qui touche les véhicules outils qu'une ville a besoin, que ce soit des balais de rue, Olivier parle des véhicules multifonctions et ce genre de choses-là, mais pour nous, on doit déjà commencer à regarder ça pour voir comment ça va s'opérationnaliser. Pourquoi? Parce que le défi énergétique, tout ce qui touche l'énergie, ça suppose des changements au niveau des infrastructures. Et ça, il faut le planifier quand même longtemps d'avance en ce qui nous concerne pour différentes raisons. Donc, nous, ça va vraiment se faire en 2 phases de notre côté. Véhicules légers dans une première phase, deuxième temps, véhicules outils. Mais à travers ça, c'est le process, c'est le mindset à changer. Et c'est le défi que je me donne de mon côté pour influencer mes récurrents internes qui me font des demandes de véhicules et de voir comment est-ce que on peut transformer et être un contributeur comme municipalité dans cette transformation que vit le Québec. Donc, pour moi, il y a un changement de mindset, nonobstant le rendu final qui est j'achète un équipement vert, mais
Avant ça, c'est le changement de mindset. Fait que là, on travaille beaucoup là-dessus. Donc ça se fait pour moi en parallèle. Un gros défi en soi, tout simplement ça. Quand même. Michel, comment une municipalité comme Saint-Michel-des-Saints participe au processus de transition énergétique? Bonjour. Chez nous, Saint-Michel-des-Saints, situé dans le nord de la Naudière, vraiment en forêt, lac, rivière, et vraiment dans le plein air, dont le concept qui nous touche en ce moment, l'énergie durable, est un mot qui est vraiment, vraiment au niveau numéro 1 en ce moment avec les nouveaux villégiateurs qui arrivent. On a des nouvelles industries qui se sont installées et ils ont choisi de s'installer dans la nature et non pas dans le rural. Donc, ça l'amène un petit plus pour notre défi qui fait qu'on voudrait avoir un véhicule qui serait capable d'être versatile, opérationnel, léger, qui peut se faufiler dans les endroits les plus restreints, mais tout en étant avec sa gamme de sauvetage, d'intervention, comme on pourrait retrouver dans les grandes villes avec des grands véhicules. Donc, on ne veut pas perdre le côté vert de ce véhicule-là parce qu'il devient de plus en plus important, comme Raoul disait. Il faut s'en aller vers là. Et comme moi, je suis un visionnaire et que j'ai des défis toujours qui viennent me chercher, j'aimerais que ce véhicule-là soit un peu le modèle pour tous les autres véhicules de la municipalité, qui pourrait devenir aussi un véhicule versatile, qui peut devenir un aide spécifique, voirie, loisirs, pour certaines tâches que souvent on va avoir besoin d'une nacelle extérieure. Puis il faut comprendre que Saint-Michel est une banlieue très, très loin. On est comme les Gaulois, le dernier village au bout du chemin. Donc, si on veut faire venir une échelle aérienne la plus proche pour nous aider, c'est presque 1 heure de route. Donc, imaginez une industrie avec un sauvetage à faire ou un feu qui est déclaré. Ben, c'est long. Donc, si on a un véhicule plus petit qui est capable de se rendre rapidement, nos chemins ne sont pas toujours carrossables. On est en forêt, chemin étroit, pas déneigé comme aujourd'hui. Là, c'est le véhicule parfait. Mais oui. Donc, c'est un peu ça qu'on vise, là, à avoir un véhicule qui peut remplir toutes les tâches d'un immense véhicule ou un gros véhicule qu'on voit dans les grandes villes. Merci beaucoup, Michel. Je vais revenir à vous, Raoul, et par la suite à Sabin. On a vu l'opérationnalisation un peu du processus, comment ça peut se passer à Saint-Michel-des-Saints. Raoul, j'aimerais peut-être que vous nous parliez des cibles dans la ville de Québec. Vous avez parlé du mindset, une perspective beaucoup plus macro, participer un peu à cet objectif de transition énergétique pour le Québec, pas juste pour la ville. Est-ce que vous avez des cibles à atteindre comme ville qui vous permettent de participer justement concrètement à ce processus-là? En fait, la cible, elle est particulièrement au niveau des acquisitions de transformation, exemple du parc de véhicules de la Ville de Québec. Il faut savoir que nous, on a plus de 3200 véhicules et équipements. Donc, il y en a quand même une bonne quantité et on est quand même des générateurs des GES. Donc, ça, c'est une portion du travail. Donc, c'est sûr que moi, la cible est de le diminuer le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je n'ai pas un chiffre exact à donner. Par contre, notre plan de transformation est d'aller chercher à peu près presque 200 véhicules dans les 2-3 prochaines années pour arriver sur la cible du gouvernement. Mais il faut que les technologies et les disponibilités soient au rendez-vous aussi. Donc, en termes de cible, il y a des risques que ça ne puisse arriver parce que la capacité du marché de répondre n'est pas au rendez-vous de ce côté-là. Donc, ça, c'est pour cet élément-là. De l'autre côté, pour les autres natures de véhicules, au niveau de la transition, encore là, il y a encore des défis technologiques avec les entrepreneurs à discuter. Mais pour ça, nous, on doit rendre l'accès à nos installations, nos défis, à les faire connaître plus pour qu'on puisse conjointement travailler dans ce sens-là. Donc là, il n'y a pas de cible par rapport à ça. C'est plus une initiative pour dire comment est-ce que nous, on contribue et comment est-ce qu'on influence à l'interne. Donc, à l'intérieur du plan climat de la ville, il y a plein d'initiatives qui touchent l'urbanisation, etc., etc. C'est ce qu'on voit le plus, naturellement. Oui. La décarbonation des bâtiments, c'est ce qu'on voit le plus. Mais je tiens à ce que les gens qui travaillent avec les équipements comme nous, on soit contributeurs à ça. On doit prendre le lead et dire, on va participer à cette chose-là, à notre façon, à la hauteur de nos moyens. Et Défi Innovation est une façon
de venir supporter le mindset et le changement que je veux faire opérer. Donc, c'est comme ça que je le conçois. Et, mais pour les cibles actuellement, c'est plus au niveau des véhicules. Le reste, ça ne saurait tarder. On fera des annonces dans les prochains mois. Mais surtout dans le cadre de votre rôle, on comprend que vous voulez parler des cibles de véhicules. Donc, merci beaucoup pour ces précisions. C'est celle-là qui est connue pour l'instant. Merci pour ces précisions, Raoul. Sabin, avec ce que Raoul et Michel mentionnent, point de vue municipalité, Raoul d'ailleurs vient de mentionner un mot-clé, j'ai envie de dire, les risques. Le marché n'est peut-être pas rendu là. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Ben moi, ce que je trouve intéressant au niveau municipalité, c'est des gouvernements de proximité. Oui. Ils s'appuient sur les citoyens et vice-versa. Donc, c'est des gouvernements qui doivent être exemplaires. Ils gèrent des données publiques, ils gèrent nos taxes. Et puis je pense qu'on a besoin, oui, de belles technologies, mais de leaders. Donc, et c'est à travers l'expression du leadership que le citoyen va dire « Ah, on se reconnaît, c'est vers là qu'il va aller ». Un autre leader, Alliance Métal Québec. Donc, il faut faire un maillage entre les donneurs d'ordre, ceux qui ont besoin, et ceux qui peuvent répondre à la demande. Et il faut faire ce lien-là entre les entreprises. Au Québec, on a de super belles entreprises, mais des fois, ils ont besoin d'une vitrine. Donc, est-ce que nos gouvernements municipaux peuvent dire, OK, on va acheter selon les meilleurs, mais donner une chance à nos locaux pour avoir cette vitrine-là technologique qui est toute en respectant toutes les normes, etc., etc. Ça permet d'avoir sur le terrain des équipements pensés au Québec, fabriqués au Québec, avec, oui, bien sûr, l'expertise québécoise, mais c'est la chaîne. On parle de métal, la chaîne. Et Alliance Métal Québec est là pour mettre toute cette chaîne-là en opération. Fait que pour moi, là, gouvernement de proximité, exemplarité, belle technologie, des leaders, ben, allez hop, on fonce. La boucle est bouclée pour vous, Sabin, à ce niveau-là. Je vais m'adresser aux entreprises maintenant. Olivier et Jonathan, comment est-ce que ça se passe, cette transition énergétique au sein de vos entreprises? Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des enjeux ou même des cibles également? La même question pour les municipalités, mais vu perspective entreprise. Jonathan? En fait, pour répondre à Raoul, l'idéal dans un projet comme celui-là, c'est qu'on est capable d'avoir une proximité qui est habituellement dans les processus habituels d'appel d'offres, etc., qui sont assez verrouillés. On est capable de s'asseoir avec les municipalités, exemple comme la municipalité Saint-Michel-des-Saints, pour dire, OK, le besoin est quoi? Puis le rôle de l'entreprise là-dedans est vraiment d'être capable de simplifier, ce que Raoul demandait, de simplifier les opérations pour que ceux qui utilisent les produits voient moins de différence avec les nouvelles technologies que les anciennes. Si on leur offre une technologie qui est très similaire à ce qu'ils font dans les opérations, ils vont l'accepter beaucoup plus facilement que d'arriver à dire « Oui, mais celui-là, c'est une nouvelle technologie, l'autre, on ne l'utilise plus. » Et tout le monde s'ennuie toujours du bon vieux temps. C'est le même principe aux opérations. Fait qu'il faut essayer d'avoir la transition entre les nouveaux produits et les anciens produits les plus fluides possibles au niveau du travail. Ensuite, au niveau de l'empreinte écologique, on va utiliser des meilleurs matériaux, plus dispendieux. On va pouvoir s'asseoir avec les compagnies pour être capable d'expliquer les limitations qu'on a. Et en plus, c'est que les défis comme ça nous amènent un apport monétaire supplémentaire pour pouvoir trouver des alternatives, pour pouvoir payer des gens qui vont dépenser leur paye ici, au Québec, dans la chaîne de valeur, justement. Ces personnes-là vont réussir à amener des nouvelles technologies ici qu'on va exporter. C'est ce qu'on vit beaucoup, nous. C'est tout ce qu'on a développé et innové dans les dernières années, c'est ce qui nous a ouvert toutes les portes à l'export. Ça part de la base d'être réussi à avoir parlé avec des entreprises gouvernementales, initialement dans d'autres pays, qui nous ont ouvert ces portes-là, qui étaient, pour un exemple, qui est la Corée, qui ont dit, on a besoin des besoins spécifiques. On s'est assis avec eux pour comprendre les besoins spécifiques. Aujourd'hui, le défi d'innovation nous permet d'être capable de s'asseoir avec des entreprises de chez nous pour pouvoir développer ici, pas juste à l'externe. OK, donc réussir localement aussi, mais que ça vous ouvre des portes à l'international. Absolument. Olivier, comment ça se passe chez vous? Mais moi, personnellement, la transition énergétique a créé un grand chamboulement là, dans ma carrière. Là, j'ai décidé de tout lâcher ma carrière pour fonder Gamotech, pour vraiment me concentrer à 100%. Donc, j'étais déjà dans une carrière où le changement climatique était très important, mais c'était difficile d'amener des changements parce qu'évidemment, il y avait d'autres lignes d'affaires, évidemment, qui fonctionnaient. Donc, j'ai décidé de vraiment me concentrer 100% là-dessus. Ça n'a pas été facile, puis je me rends compte que la transition énergétique dans les organisations, ça prend du temps. Parce que c'est nouveau, il faut changer beaucoup de pratiques. Nous, notre recette, pour vraiment pouvoir toucher les gens, parce que
veut pas, la transition énergétique pour les changements climatiques, des fois, pour un opérateur, ça peut paraître un peu loin. Donc, qu'est-ce que ça change dans ma vie, évidemment, là, une réduction de CO2. Donc, nous, ce qu'on fait dans notre mission, c'est vraiment de mettre l'opérateur au cœur de cette transition énergétique pour dire, OK, on va utiliser la technologie qu'on développe, oui, pour décarboner, mais aussi pour améliorer la vie des gars. Donc, par exemple, dans les travaux d'aqueduc, on réussit à se débarrasser de leurs outils à gaz. Donc, ils n'ont plus besoin de porter de masques qui sont très encombrants. On est capable, après ça, d'améliorer l'environnement de travail où ils prennent leur lunch. C'est chauffé maintenant, donc ils n'ont pas besoin de manger à moins 20 sur un seau renversé. Donc, ils ont une place pour manger. Donc, on s'occupe d'eux autres. On profite de la transition énergétique pour réinventer les outils. Puis, finalement, à la fin, on arrive à notre but qui est aussi d'avoir zéro émission et zéro pollution. Donc, Jonathan parlait de développement international. J'aimerais vous poser une question sur comment ça se passe, le développement des affaires maintenant. Et puis, je vais peut-être revenir à Olivier. Il parlait de son parcours personnel, avoir tout lâché pour se consacrer justement de façon plus concrète à cette transition énergétique. Qu'est-ce que ça a changé du point de vue de l'entreprise? Comment vous faites votre développement des affaires, développement de vos équipes avec, si je reprends le terme de Raoul, le mindset de OK, il faut qu'on aille plus loin, ça va prendre du temps. Mais comment est-ce que ça se passe en matière de développement des affaires pour votre entreprise maintenant? c'est sûr qu'il faut trouver des partenaires en premier qui sont intéressés là, par le changement parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir des partenaires qui disent ben, donne-moi ton produit puis je vais l'essayer. Là. Donc, il faut vraiment pouvoir développer, parce que le temps de développement est long, là, il faut développer des outils, des équipements qui amènent beaucoup de bénéfices aux gens qui vont l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'à travers le défi innovation, puis les municipalités, on a trouvé certaines villes qui étaient très réceptives à s'asseoir avec nous, parler avec nous, nous permettre de passer en entrevue leurs employés pour voir vraiment comment est-ce qu'on fait pour amener des innovations qui sont au-delà de la transition énergétique, mais qui en plus, qui améliorent la vie de tout le monde. Mais pour ça, ça prend du temps. Il faut s'asseoir, il faut des gens qui sont ouverts. Puis j'aime ça, le maillage, là, puis les maillons qu'on trouve ici là, pour ça. Est-ce que je peux Une réagir réaction? là-dessus? Oui, bien sûr. L'électron libre. Hier, on a eu un débat avec des grands industriels. Puis j'ai été assis dans la salle et je les écoutais. Je partais pour dire, puis là, je vais être réducteur, le volet technologique, ça va être le plus facile. La gestion des talents est compliquée. Le partenariat, c'est toute de l'énergie qu'il faut mettre partout. Puis les gens disaient hier, mais tu vas à l'international, puis vous avez eu la chance de commercialiser en Corée du Sud, tu as la barrière de la langue, tu as plein de barrières, autres que technologiques, puis tu arrives à l'étranger, puis ils te disent, oui, ton premier, qui a acheté ta première unité? Est-ce qu'elle est dans le champ, comme on dit en québécois? Et c'est ça, les municipalités, le rôle qu'ils jouent aussi. Oui, la technologie, mais c'est tous les autres facteurs. Et si on veut réussir à l'international, comme chez nous, ben c'est ce partenariat-là. Puis hier, ils ont insisté beaucoup sur la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on est capable de proposer qui fait l'élément de différenciation par rapport à tout le reste de la compétition? Mais comment aussi qu'ensemble, qu'on peut faire que cette première unité-là est dans le champ, est en opération. Les gens l'aiment, les opérateurs. J'apprécie que vous pensez aux gens. Puis c'est tellement important. Là. Puis on peut voir les changements climatiques, bien sûr, comme des défis absolument épouvantables, mais comme des opportunités pour se recentrer sur d'autres secteurs pour faire travailler notre monde chez nous. Là. Fait que, moi, je trouve fort intéressant. Merci, Sabin, pour cette réaction. Jonathan, peut-être la même question, développement des affaires, qu'est-ce que ça a changé pour votre entreprise dans la façon d'approcher peut-être des partenaires, comme Olivier disait, à l'international ou même localement? C'est toujours le moteur principal. Dans le cas, si je prends le cas de la Corée du Sud, avait des besoins d'endroits restreints, d'être capable d'intervenir aux bons endroits. Donc, ils sont un peu précurseurs, étant donné l'étroitesse de leur rue, ces choses-là. Donc, tout ce qui était engin aérien trop gros ne fonctionnait pas. Fait que ça, c'était un des besoins. Et à l'époque, le besoin énergétique n'était pas sur le véhicule lui-même, mais plutôt sur la grosseur de l'unité et son poids. Donc, on a maximisé pendant des années là-dessus pour ensuite intégrer ce qu'on faisait déjà à plus petite échelle, une technologie qui va être électrique, qui est comprise, qui va être capable d'amener plus de performance. Donc, ensuite, essayer de s'asseoir ici parce que les règles et les normes sont différentes et les standards de fabrication, ce qui a été implanté depuis des années, est différent. Donc, si on regarde du côté sauvetage, incendie, tout ce qui existe est énorme. Nous, on est spécialisé dans ce qui est extrêmement léger, le plus haut possible, le plus loin possible.
sur petits véhicules, à ce moment-là, l'électrification de plus petits véhicules est plus simple que l'électrification des grosses masses, des gros véhicules. Donc, la première étape est là. Puis, ils nous ont obligés à sortir de notre zone de confort pour être capable de développer, ce qui est toujours notre moteur, de dire on va inventer de quoi de mieux, qui maintenant, au Québec, il y a beaucoup plus d'ouverture à importer ou d'avoir ces technologies-là, maintenant développées avec des gens qui ont des besoins spécifiques de chez nous, fait qu'on est prêt à passer à la deuxième étape. Donc, ces défis-là nous apportent. Donc, toutes les entreprises au Québec, il y avait aussi une portion extrêmement importante. Tous les gens peuvent pas être contre la vertu. On va être vert, on va être mieux. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens financiers de le faire? Il faut réussir à simplifier tout ça pour avoir les moyens financiers d'investir là-dedans. Donc, quand on est dans l'incendie, on parle de véhicules à 2 millions, 2,5 millions. Si on réduit le véhicule, on réduit énormément le coût du véhicule lui-même, mais on est capable d'incorporer des technologies plus performantes qui vont, eux, coûter plus cher, mais en ayant des véhicules plus petits, on reste dans des prix beaucoup plus bas et plus abordables. Et pour les contribuables, les taxes et pour l'effectif. Par contre, on sort complètement de la boîte par rapport à ce qui existe dans un standard. On a la chance d'être capable d'avoir eu les bonnes idées au bon endroit pour les mettre ensemble. Je pense que les entrepreneurs, ça doivent être à l'affût de ça s'ils veulent pouvoir prendre un peu plus d'expansion. Je vais utiliser la carte de Sabin d'Électron Libre pour poser moi aussi une question Électron Libre parce qu'il y a beaucoup de mots-clés que vous évoquez, messieurs, qui me font penser à cette question que je formule à l'instant. J'entends, Jonathan, par exemple, tout à l'heure, il disait meilleur produit, donc ça veut dire plus cher. Olivier, dans ce qu'il disait, j'entends beaucoup la co-création, donc le temps, ça prend du temps. Michel parlait, entre autres, de spécificité peut-être d'une municipalité, d'un contexte à prendre en compte. Donc, on est éloigné, incendie. Raoul parlait, entre autres, de mindset, mais aussi en termes de cyber-atteinte. C'est quoi la recette pour réussir un maillage entreprise, municipalité dans le contexte qu'on connaît? Puis, je vais terminer avec Sabin par rapport à une perspective beaucoup plus macro, les objectifs du Québec. On a un objectif de transition énergétique, de se rendre à un moment donné, à un stade. C'est quoi la recette, messieurs, pour faciliter ou réussir ces maillages-là, sachant le contexte de coût, de temps, de personnes, de mindset, de distance, bref? Je vais être, honnêtement, si vous permettez, là, je vais être très simple dans ma réponse. Communication, collaboration. OK? Puis je reviens à mindset. OK? Si on veut le changement, on peut faire plein de choses conjointement. Il y a eu des défis incroyables au Québec. Il y a plein de choses qui ont été réalisées dans le passé. Donc, cette transition-là, je reviens là-dessus, il faut qu'on le lead. Okay? La recette, pour moi, elle passe par le leadership qu'on veut avoir là-dedans. Oui, il y a des différentes règles auxquelles on est assujetti. C'est normal. Sabine en a parlé tantôt. On gère des deniers publics, mais est-ce qu'on peut penser autrement? Okay? Est-ce qu'on peut penser autrement cette transition énergétique-là, sachant qu'une municipalité, bien, clairement, on génère nous-mêmes des GES, soit via les bâtiments, soit via les véhicules que nous utilisons. Donc, pour moi, c'est le mindset de communication et comment est-ce qu'on crée cette nouvelle collaboration-là du futur. Que ce soit dans une petite municipalité ou dans une grande municipalité comme la mienne à Québec, pour moi, c'est la même chose. C'est dans l'attitude qu'on veut avoir. Je vais utiliser une expression sportive, là. Do we want to be good or want to be great? On veut-tu être bon ou on veut être great? Mais si on veut être great, il faut changer le mindset, il faut collaborer différemment, faire tomber les barrières. Mais pour ça, il faut en discuter, mettre la table et tout ça, puis pas avoir peur de dire le changement il peut être positif. Mais il faut, à travers ça, pas avoir peur des échecs. Un échec, c'est quoi? Il peut être très bon. OK? On devrait même le festoyer dire, hey, c'est là on s'est planté, on va se reprendre. Puis comment est-ce qu'on apprend de ça? Puis comment est-ce que l'information est partagée? Fait que pour moi, ça reste encore. Je suis même pas dans la technique, hein? Je suis pas dans la technique. Je disais comment est-ce qu'on le pense, puis comment est-ce qu'on lit l'ensemble de l'œuvre. Bien, pour moi, la recette est celle-là. De mon point de vue, pour être passé du public au privé, le contraire, excusez, du privé au public, où est-ce que l'innovation est importante? Bien, c'est le mindset. Okay. Pour moi, c'est celle-là. Parfait. Je vais réagir, parce qu'avant le débat, on jasait, Raoul et moi, puis là, il me disait tout ce que la Ville de Québec fait, tout ça. Je dis, c'est tout beau, mais c'est même pas ça le plus important. C'est toi, c'est le leadership. C'est le fait, c'est ce que tu amènes à tes équipes.
tu crois en eux, tu vas aller plus loin, etc. Puis je peux pas vous résumer ça en une confiance. Tu sais, pour un industriel, là, aller à l'extérieur, ton produit n'est pas nanana, c'est quoi. Mais quand tu travailles avec des partenaires de proximité, puis puis ton partenaire comprend que ton système, il ne sera peut-être pas le 100% au début, mais tu apprends à marcher ensemble. Puis tu développes cette confiance-là. Imaginez-vous quand nos entrepreneurs vont aller à l'extérieur, parce qu'ils vont en développer cette chimie-là ensemble, parce qu'ils ont... Tu as 2 leaders, 3 leaders, 4 leaders qui travaillent ensemble parce que c'est un écosystème. Tu as l'AMQ qui est un leader dans son domaine. Tu as nos entrepreneurs leaders, des municipalités leaders, des gens. C'est ça, il faut que ça transpire, cette confiance-là. Et c'est beaucoup plus facile après quand tu travailles en équipe, comme dans le sport. Tu es 10 dans une chaloupe, il y en a 9 qui rament par là, 1 qui rame par là. La chaloupe va par là. Mais c'est tellement plus facile quand les 10 rament par là. Ouais. Tu sais, je pense que ça, c'est extrêmement important. D'autres recettes, messieurs, donc collaboration, communication, confiance. Michel? Bien, je pense que il y a aussi l'acceptation. Quand notre projet est présenté, on ne le présente pas, on ne part pas le matin, j'ai un projet, puis ça s'en va comme ça. Il faut être bon vendeur, il faut être capable, en tant que leader, de le présenter à nos élus. C'est eux autres qui ont la décision finale dans notre idée, dans notre projet. Et d'être capable d'amener un projet qui n'existe pas, c'est quand même un peu... comme un 25 sous qu'on lance dans les airs. OK, on s'en va où avec ça? T'es-tu sûr? Ça va-tu marcher? Ça va coûter combien? Et ça va-tu faire la job? Ça va-tu faire le travail que tu penses que ça va faire? Parce que si on se trompe, on peut se tromper, mais... bon, OK, avec le défi, on peut se tromper, puis il n'y a pas trop de conséquences. Mais si on revient en arrière, tout le temps en étant leader, puis on commande un équipement, puis après 2-3 mois, on se dit, ça vient de nous coûter 1 million, puis c'était pas la bonne chose. Et là, ça peut même aller loin dans ta carrière, ça peut finir là. Donc, il faut qu'on soit capable d'amener le projet qui est embryonnaire sur un bout de papier, une rencontre forfaitaire fortuite qu'il y a eu dans un fond de cours, il y a 3-4 ans, ça s'est discuté, on l'a emmené tranquillement, en parlant, puis tout d'un coup, on le met sur papier, puis là, on le propose. Ça décolle. Fait que ça, je pense que aussi, c'est un peu être vendeur aussi, parce que notre population, c'est quand même eux qui vont le payer, le défi. Mais je pense que la différence entre 1 million et le prix qui va être l'équipement, ou 2 millions ou 3 millions. Puis la chose importante aussi, c'est d'être un leader, mais pas seulement dans notre communauté, mais au travers de tout le reste du Québec. Parce que l'idée qu'on amène, le défi qu'on va emmener aujourd'hui, peut faire boule de neige pour plusieurs autres municipalités qui sont dans mon cas. Et même des grosses municipalités qui disent « Hey, ce projet-là, même si on est gros, il peut faire notre affaire aussi pour des situations bien particulières. » Et je pense qu'être leader, c'est pas juste chez nous, c'est au travers de tout le Québec. Puis ça va aider les entreprises locales aussi à développer leur marché par après. Tout à fait. Jonathan? Pour enchérir ce que Michel dit, définitivement, les défis qui sont proposés, une fois que cette pièce-là a été réalisée, rouvre énormément de portes pour les entreprises, mais aussi pour les autres municipalités, parce que souvent, c'est une variation de ce qui existe déjà pour passer à une meilleure deuxième étape. Donc, si on prend un exemple, ils ont des besoins ruraux étroits. Raoul, de leur côté, ils ont des besoins ruraux, urbains, qui sont similaires. Donc, on parlait tantôt de la Corée. Il y avait des besoins extrêmement urbains sur un type de véhicule. Le même type de véhicule n'aurait pas besoin d'avoir un énorme changement du niveau fabrication, technologie pour s'adapter aux grosses villes comme outil complémentaire. Ces exemples, ils ont des échelles de 110 pieds, puis ils ont une plus petite, mais qui rentre dans la ruelle avec moins de portée, vont être capables de répondre, de protéger bien des citoyens, de sauver des vies. Donc, à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin d'une grosse modification, une grosse adaptation pour être capable de répondre à leurs besoins. Donc, à partir d'un défi particulier, définitivement, il en découle plusieurs choses. Pas juste à l'export, mais bien à l'interne. Est-ce que je peux réagir à ça? Justement, et puis après, Olivier. Okay. Allez-y.
Bien, en fait, je voulais juste dire que dans ce que Jonathan apporte là, ça apporte un autre élément pour les municipalités qui n'est pas encore là, c'est cette mutualisation-là des besoins. OK? Aujourd'hui, chaque municipalité va regarder son besoin spécifique sans le regarder plus large. Donc, je pense qu'il y a un bout de chemin qui nous appartient à l'intérieur de l'écosystème, comme tu parlais tout à l'heure, de regarder ces différents besoins-là et voir, mais est-ce que ça, dans notre rôle, on peut aider l'écosystème, les organisations du Québec dans son entièreté? Parce que, puis Jonathan le dit bien, est-ce que le même modèle de véhicule, avec une certaine déclinaison, peut faire le travail chez moi? Bien, probablement. Puis comme je ne connaissais pas Michel avant, je n'ai pas parlé, mais ainsi que je le connais, ben, on va s'en reparler après, tu vois. Mais pour moi, c'est un nouveau facteur qu'il faut apporter au sein des municipalités. Les besoins qui sont similaires et tout l'aspect de mutualisation, de l'expertise qu'on peut se partager et tout ça. Si mon besoin est là, bien, ça peut répondre aux besoins des entreprises aussi, surtout en termes de planification. Parce que je pense que souvent, c'est l'art de la guerre, c'est la planification pour les entreprises, de savoir qu'est-ce qui s'en vient et c'est quoi nos besoins. Donc, je voulais juste réagir sur le point de Jonathan parce qu'effectivement, il y a un élément de ce côté-là. J'aimerais dire que ça prend des opportunités aussi pour que les municipalités puissent se parler. Puis je sais que la conversation qui va suivre, c'est une conversation, entre autres, sur les municipalités avec l'UMQ. Donc, je ne sais pas si ces opportunités ou ces plateformes existent pour que vous présentiez, parlez, rencontrez des Michel et des Raoul. Mais effectivement, ça prend ça. Olivier, une dernière réaction par rapport, c'est quoi le secret ou la recette magique qui fonctionne le mieux? Bien, c'est sûr que la nature humaine aime la continuité. Les organisations aiment la standardisation. Donc, amener le changement chez les personnes et les organisations, c'est vraiment compliqué. Puis je crois que le changement est plus facile quand il y a un certain stress sociétal. Donc, je trouve que les changements climatiques, la pression des changements climatiques qui viennent permet finalement de catalyser le changement qui permet vraiment d'améliorer non seulement l'environnement, mais aussi l'organisation, le travail de tous les jours. Donc, ça nous permet parce qu'il y a certains carcans dans les organisations qui fait que, bon, nous, on veut remplacer un truc avec exactement le même truc. Oui, on aimerait ça qu'il soit mieux pour l'environnement, mais en fait, c'est pas tout le temps possible. Non seulement ça, mais en plus, en regardant à droite et à gauche dans une même organisation, on permet finalement d'améliorer beaucoup de choses qui n'ont pas été mises en question depuis 50 ans. Donc, moi, ça m'éveille comme entrepreneur, j'aime ça. C'est sûr qu'il faut trouver des leaders dans les organisations partenaires qui peuvent avoir cette vision-là puis qui veulent amener du changement. Peut-être ça les aide aussi parce qu'ils voulaient trouver un catalyseur pour amener du changement dans leur équipe. Donc, amener des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques, ça permet finalement d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Outre la réduction des CO2, c'est en plus l'amélioration de la santé-sécurité et en plus de l'image de l'employeur aussi, là, d'avoir un bon environnement de travail. Là. Donc, bonne valeur à véhiculer. Peut-être pour terminer ce premier bloc de questions, Sabin, j'aimerais vous poser la question, puis les autres pourront réagir peut-être au rythme où vont les choses. Est-ce que vous pensez que le Québec, avec les solutions qui sont proposées actuellement, va atteindre ses objectifs en matière de transition énergétique? Il faut se monter les manches. Tu sais, je partais pour dire tantôt en réaction, oui, il faut avoir un leadership, mais il faut aussi être visionnaire. Et j'ai un bon copain à moi qui dit, oui, l'innovation au niveau des produits, tout ça, mais aussi il faut innover au niveau de la gouvernance, il faut innover au niveau de la finance, des financements, il faut innover au niveau des modèles d'affaires. Donc, à quelque part, il faut se projeter en avant. Puis j'aime bien quand on dit, oui, des changements climatiques, puis ceux qui me connaissent, ils savent, c'est ma motivation tous les matins. Là. Et je vais le redire, moi, ma motivation, je me pose à tous les matins, qu'est-ce que je peux faire pour que nos enfants deviennent vieux? Puis c'est ça, parce qu'on veut que les gens vivent au Québec, viennent au Québec, etc., etc., mais il faut se projeter vers là. Et ce qu'on a, on a tous les ingrédients pour faire une bonne soupe. Mais donc, il faut la faire ensemble, la soupe. Je pense qu'on va y arriver, mais il faut se monter les manches. Mais on a une capacité intellectuelle, une volonté. Et pour être des entrepreneurs, des fois, il ne faut pas savoir dans quoi on s'embarque, là, mais on fonce. On fonce. Je vois Jonathan hocher de la tête quand on dit on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Est-ce que vous pensez que le Québec va atteindre ses objectifs, messieurs, en matière de transition énergétique? Une ou deux réactions là-dessus? Bien, au niveau de l'incendie, on touche un point très, très, très sensible. Parce que il va falloir qu'il y ait beaucoup d'innovations comme aujourd'hui qu'on veut faire parce que c'est des véhicules, c'est des grosses machines
qui consomment beaucoup, beaucoup, et sur des longues périodes pendant une journée de temps. Et le but, c'est de varier ce mode-là. Et l'incendie, c'est un mode qui est très fermé. C'est un monde très, très fermé. Et même moi, aujourd'hui, j'ai créé des remous là, dans l'innovation. Là. J'ai déjà des confrères, des grosses villes qui m'ont appelé. Ouais, ça va-tu marcher, tu penses? Mais c'est pas du négatif qu'ils m'ont envoyé comme message. Ils sont plus curieux de savoir, mec, ça marche, on va aller voir. Parce qu'ils ont besoin de ça aussi. Puis ils l'ont affirmé. Puis je suis pas mal sûr que vous autres aussi, comme manufacturier, vous l'avez senti, que pas parce qu'on est gros qu'on peut pas aller avec le plus petit. Là. Voilà. Merci, Michel. Réaction? Bien, pour aller dans le même sens que Michel, est-ce qu'on va y parvenir? La réponse, c'est oui. Il y a des enjeux qui sont plus grands, puis il faut commencer assez rapidement ce que nous, de notre côté, on fait. Par contre, il ne faut peut-être pas aller dans l'extrême en partant, mais bien prendre la première marche pour éviter des tracteurs qui vont dire, vous voyez, ça ne fonctionnait pas. Donc, ce qu'on disait tantôt avec Raoul, c'est commencer avec les premiers niveaux où est-ce qu'on sait que c'est atteignable, on a des objectifs qui sont atteignables, et puis les implanter une fois qu'eux vont être faits. Là, on va monter dans des plus grosses unités encore. Le domaine de l'incendie, parce qu'il recule dans le petit unité, les autres sont tellement énergivores qu'ils vont juste prouver la technologie n'est pas tout à fait là. Donc, il faut que les technologies soient là, qu'on les développe, mais il faut qu'on implante exactement ce qui peut être fonctionnel et fiable. Dans un domaine comme dans l'incendie, dans les urgences, ils ne peuvent pas se permettre un équipement défaillant parce que la batterie n'est pas suffisante. Donc, il y a une partie hybride qui s'impose au début dans les plus gros, et puis les plus petits, eux, c'est une valeur sûre d'y aller, d'avoir des vrais changements. Donc, y aller la première étape, mais de l'implanter, même si elle est plus dispendieuse. Donc, la théorie des petits pas fonctionne aussi dans ce domaine-là, surtout en matière de transition énergétique. On va plonger, messieurs, si vous le voulez bien, peut-être dans le détail des défis innovation, que ce soit ceux qui ont lancé des défis, ceux qui ont répondu à des défis. Et je vais m'adresser aux municipalités pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des défis innovation ou des défis que vous avez et qui ont été répondus par des défis innovation? Bien, moi, je peux me lancer. Nous, on a lancé un premier défi pour avoir des chenillettes 100% électriques à Québec. Et je suis très content d'avoir eu, lors de l'appel d'intérêt, des gens qui ont soumissionné. Là, ils sont en train de réviser qui va remporter le tout. Fait que ça, c'est notre premier qu'on fait. Ça ne sera pas le dernier, clairement. Je pense que tout le monde a compris que mon mindset, c'est d'essayer d'accélérer ce genre de choses-là très clairement. Mais je dirais tout simplement qu'on va voir comment ça se traduit, mais je suis doucement pressé. Je vais utiliser cette expression-là parce que je veux juste paraphraser un petit peu ce qu'Olivier a dit tantôt. Il y a un stress qui supporte le changement. Une pression, qui fait en sorte que... Et puis, je vais revenir sur ta question de tantôt aussi. Moi, je ne suis pas convaincu à 100% qu'on va l'atteindre parce que le changement que ça demande individuellement, au-delà des certains leaders qui peuvent être en place, c'est une chose, on est chacun dans nos organisations, mais ça va au-delà de juste nous. Parce que le défi du Québec, le défi énergétique est assez important, ça va au-delà de juste les gens qui sont ici autour de sur la table ici. Ça me préoccupe un peu. Par contre, on ne lâchera pas. Tantôt, il l'a dit, il faut se lever les manches, puis on va travailler ensemble dans ce sens-là. Fait que je reviens à la portion de défi innovation. Nous, le lancement de la chenillette 100% électrique est un besoin opérationnel pour une ville. Chaque personne qui habite dans une ville sait que les trottoirs doivent être déneigés, à quel point le déneigement est un enjeu. On entend parler à tous les jours qu'il y a 1 cm, 3 cm. Fait que nous, c'est un défi opérationnel, mais en même temps pour le citoyen, pour s'assurer que, écoute, il y a une viabilité dans tout ça, ça fait du sens, puis que ça répond à un besoin également. Fait que je reviens sur l'élément de besoin en ce qui a trait à l'innovation. C'est pas de le faire juste pour le faire, c'est déterminer, ça vient répondre à quel besoin citoyen ou corporatif, puis avec ça, on peut aller de l'avant un petit peu plus loin. Michel, comment ça s'est passé pour votre défi? Bien, le défi que Saint-Michel a proposé, on a parlé tout à l'heure, donc c'est une mini-échelle aérienne qui va être capable de se faufiler dans les endroits restreints, proches des bâtiments,
Si vous voyez souvent les gros véhicules incendies, il faut qu'ils opèrent dans des conditions vraiment éloignées du bâtiment à cause des fils électriques, à cause du positionnement des stationnements, des poteaux. Tandis que ce véhicule-là, nous autres, on le veut qu'il se rapproche du bâtiment le plus possible, puis être capable d'aller dans des zones où un gros véhicule ne peut pas aller, soit parce qu'il y a une pente, mal déneigée, le chemin trop restreint, un chemin en gravier, mais avoir la même fonctionnalité qu'un gros véhicule en sauvetage proche des bâtiments ou aller sur les toits ou autre tâche connexe qu'on pourrait jumeler là, dans la municipalité pour répondre, soit juste changer les lumières de la patinoire. Là. Donc, ça peut devenir un équipement intéressant au lieu de louer et tout le temps louer. Bien, on va rendre l'équipement utile pour 2-3 choses. Donc, notre but est de rendre l'appareil versatile, facile pour les opérateurs. Il y a quand même des normes à respecter là, au point de vue incendie que dans les autres compagnies qui utilisent des échelles n'ont pas. Chez nous, c'est plus normé. Mais que ça soit facile de conduite avec un véhicule normal, standard, que tout le monde conduit habituellement. Donc, c'est pas un gros véhicule épeurant là, qui se promène sur la route avec des gros gyrophares. Il va avoir tout le concept urgence, mais facile pour les pompiers et pompières qui vont l'utiliser dans leur quotidien pour un sauvetage ou une opération quelconque. Peut-être Michel et Raoul, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés, ça représente quoi en termes d'échéancier ou d'investissement, que ce soit en termes de ressources humaines, d'équipes? Est-ce que vous pouvez nous partager cette information-là? Bien, par rapport à votre défi, bien sûr. Oui, par rapport à notre défi, oui. C'est sûr que de notre côté, on avait un ingénieur qui était là pour organiser le tout, donc pour regarder le défi en tant que tel avec ceux qui vont soumissionner lorsque le développement soit sur place. Donc, en termes de personnes, c'est une personne, je vous dirais, à regarder l'entièreté de ce projet-là. Maintenant, en termes de coûts, bon, je ne dirais pas nécessairement, mais on est prêt à mettre certains argents sur la table pour qu'on puisse aller de l'avant avec ça pour créer le changement. Okay? Et améliorer la technologie au besoin, le travailler et supporter l'organisation qui va le remporter. L'objectif n'est pas juste le défi lui-même. Encore là, je reviens à ce que tu as dit tantôt, c'est l'écosystème qu'on crée dans la gestion du changement. Donc pour nous, c'est une personne qui va être là-dessus à temps plein pour le développement du produit avec le partenaire. Parfait. Michel? Pour nous, c'est sensiblement la même chose. Il y a une personne, mais en consultation avec d'autres personnes, mais le concept, il y a une personne. Oui, la municipalité chez nous est prête aussi, comme un peu Raoul l'a dit, à mettre des argents parce que c'est un besoin qu'on a besoin de cet équipement-là. Tout est une question de prix à la fin qui va faire que si on va vers l'avant ou on va vers l'arrière, ou on va aussi y aller, puis on va se dire, bien, on va se jumeler 2-3 partenaires ensemble, 2-3 municipalités pour acquérir cet outil-là. Parfait. Olivier, chez Gamotech, vous aussi, vous avez une solution ou un défi que vous voulez relever. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, nous, on parle d'expérience parce que l'année dernière, on avait participé à un défi innovation. Le défi, c'était d'électrifier les travaux d'aqueduc. Une constante qui était sortie de là, c'était le besoin des municipalités d'avoir des outils plus versatiles. Donc, on s'est rendu compte qu'en électrifiant les travaux d'aqueduc, on était capable de répondre aux besoins de signalisation, aux besoins d'événementiel municipal. Et donc, c'est avec cette expérience-là de versatilité dans l'innovation qu'on a répondu à un autre défi d'innovation récemment mis par la ville de Victoriaville, donc qui cherchait aussi à développer une solution de camion électrique versatile qui permettait de combiner 2 ou 3 camions ensemble, donc pour répandre du sel, pour lever une nacelle, pour pouvoir aussi transporter toutes sortes de marchandises. Donc, ça nous touche. Donc, on va développer, si on remporte le défi, là, finalement, là, une technologie qui permet de combiner aux batteries du camion électrique là, de la conversion énergétique pour alimenter tous ces sous-systèmes-là dans un. Donc, c'est ça. On va croiser les doigts pour vous. Merci. Jonathan?
Mais c'est la même chose pour relever le défi. Ben, la ville de Saint-Michel en a fait, qui était définitivement dans le créneau qu'on avait. Nous, c'est le type d'expertise qu'on a à ce moment-là. On a sauté dans cette opportunité-là. Les effectifs qu'il va falloir mettre là-dessus, on parle de tout notre département d'ingénierie, la fabrication, et puis c'est un projet qui va demander à l'entreprise d'investir plusieurs millions de dollars, le genre de défi qu'il y a là-dessus. Oui, donc il faut qu'on réussisse aussi à prouver la mise en marché future de ce défi-là, parce que pour les entreprises, il y a une aide qui est apportée avec le défi. C'est une aide définitivement qui ferait une énorme différence, mais ça reste une aide et qu'une partie de l'investissement que les entreprises se doivent de mettre pour pouvoir le faire. Et puis des effectifs, que ce soit au niveau de l'ingénierie, de la production, des techniciens. Donc, tout l'investissement d'une année, plus d'une année complète, est à prévoir dans le cas d'un défi comme celui-là. Donc, c'est pas rien pour l'entreprise, mais définitivement, il faut croire qu'est-ce qu'on fait et puis des capacités à amener à bien ce type de projet unique-là, mais qui va avoir des besoins similaires. Là. Donc, oui, pour puis nous un impact sur le long terme. On parlait de temps, donc avec l'année, ça peut avoir l'air long, mais par rapport à ce que vous développez et le temps que ça prend pour développer, c'est court quand même en termes de... C'est court, et puis pour le faire en 1 an, habituellement, c'est le genre de défis qui vont prendre 2 ans environ à développer. On va avoir recours à mettre beaucoup plus d'effectifs qu'habituellement sont mis pour réduire la période de temps sans réduire la qualité de ce qui est développé. Donc, on rajoute des personnes. Et puis, bon, on a déposé, on verra ce qui se passe, mais il y a plusieurs embauches qui sont nécessaires pour finaliser à nos fins. Oui. Bon, parfait. Sabin, une réaction? Oui, j'aimerais réagir là-dessus. On avait la chance cette semaine d'avoir Rémi Quirion, Dr. Quirion, qui est le scientifique en chef du Québec. Et Rémi, ce qu'il aime bien, c'est toute la notion d'intersectorialité et d'interdisciplinarité. Et mardi matin, il y avait un défi, un débat, pardon, c'est toujours un défi faire un débat, sur l'agroalimentaire et la décarbonation. Et l'agroalimentaire, puis tout à l'heure, il y avait un agriculteur dans la salle, c'est aussi c'est l'agriculture, l'agroalimentaire et tout ce qui est changement climatique. Et on regarde un endroit dans le domaine de l'agriculture, ils ont beaucoup d'équipements qui marchent au carburant, qu'on veut électrifier. Mais quand tu électrifies un tracteur, par exemple, donner un exemple très simple, pourquoi pas y mettre des sensors, des détecteurs à l'avant pour faire des relevés de sol, pour qu'en arrière, quand tu doses le fertilisant, qu'ils dosent localement la bonne dose de fertilisant. C'est bon pour les plantes, tu en mets moins dans... C'est aussi une façon de décarboner. Oui. Mais si je fais... Donc, c'est un vertical. Les villes ont... Et si je vais dans l'horizontal, pourquoi pas penser, vous venez de parler d'une chenillette, mettre sur une chenillette électrique des sensors qui mesurent l'épaisseur de glace, y a-t-il de la glace ou pas, quel taux de sel que je devrais mettre, etc. Tu optimises la quantité de sel. Donc, si tu prends un vertical, tu le transportes ailleurs, tu fais de l'intersectorialité, tu prends un défi, tu as une entreprise, tu viens d'ajouter un outil, une option. On peut penser comme ça. Oui, on pense comme ça, mais pensons comme ça. Et là, tu as plein d'organismes comme Alliance Métal Québec, les CCTT, dont leur spécialité. Et tu disais tout à l'heure, les aides, ça demeure une aide. Mais c'est le coup de pouce, c'est l'étincelle que tu as besoin pour aller plus loin. Peut-on penser écosystème puis dire oui comme ça, mais aussi comme ça. Et c'est ça que Alliance Métal Québec est fort aussi. C'est penser différent, en dehors de la boîte, comme on dit. C'est un excellent point. Justement, étant donné que ce défi-là est vraiment unique, pour réussir à faire ça, pour rapetisser les véhicules, on est obligé de gérer les sécurités aériennes, les stabilités de véhicules, les stabilités de l'engin aérien. On est obligé de rajouter énormément de capteurs, de sensors, de détecteurs d'angle pour réussir à faire ça sur des petits véhicules qui habituellement sont tellement gros, tellement lourds, qui n'ont pas besoin de ces systèmes-là. Une vieille technologie plus mécanique qui fonctionne bien, mais qui a ses limitations au niveau des accès. On est obligé de rajouter beaucoup d'électronique. Donc, on se spécialise aussi avec une ingénierie de développement électronique de stabilité pour parvenir à faire des fins avec un projet comme le leur. Pour garder la stabilité du véhicule ou la portée, on est obligé de savoir c'est quoi la charge, à quelle distance on est, quelle stabilité on a, le terrain est à quel angle, le véhicule est stationné comment, est-ce que vous pouvez y aller. Donc, tout ce système-là fait partie du plus gros enjeu du défi. C'est de réussir à avoir une grosse machine sur un petit véhicule et cette intelligence-là,
c'est la pierre angulaire de tout le projet. De tout le projet. Outre l'énergie que ça prend, oui, on sauve l'énergie, c'est bien, on a une technologie de batterie spéciale, mais réussir à aller si loin, on a besoin d'incorporer, justement, penser ça un peu plus horizontal, à dire on est obligé de mettre des capteurs et développer des nouvelles technologies, parce qu'il y a 20 ans, ces technologies-là, ou 15 ans, ou 10 ans, ils n'étaient pas mis les applications, ou presque pas. C'est des technologies qui sont beaucoup plus avancées, mais qu'on implémente maintenant, même dans le monde de la télécommunication. Aujourd'hui, on a commencé à le faire. Ce qui était issu des grandes technologies ou des machines qui valaient des millions, aujourd'hui, on les implante sur des machines beaucoup plus abordables. C'est le même principe que la Formule 1 qui vont implanter leur technologie dans des véhicules qu'on conduit aujourd'hui tous les jours. Ben, on fait la même chose au niveau du manufacturing. Ça me fait peut-être la prochaine question. Vous ouvrez la porte, Jonathan, par rapport à la commercialisation après de cette nouvelle technologie, de ces outils que vous créez par la suite. Si je reviens à l'exemple d'Olivier, pour répondre aux 2 défis, entre autres, c'est quoi le potentiel de commercialisation de ces créations, j'ai envie de dire, que vous faites suite aux défis? Est-ce que vous pouvez l'appliquer à d'autres villes? On en parlait un petit peu plus tôt. Après, Absolument. ça se passe comment? Je vois Michel réagir aussi. Bien, à titre d'exemple, cette technologie-là de capteur qu'on avait développée pour principalement l'échelle, on l'a adaptée. Hein, on a pris une adaptation qu'on faisait pour les autres pays. Maintenant, si je prends une flotte de télécommunications, une des plus importantes au pays, qui est notre client, a refait l'année dernière avec cette technologie-là tous leurs véhicules pour s'assurer de la sécurité des travaux aériens, parce qu'ils travaillent en télécommunication, ils travaillent près des fils électriques. Donc, à partir d'une hauteur donnée, le véhicule non nacelle ralentisse. Donc, ils ont implanté ce système-là qui vient d'un secteur qui est beaucoup plus adapté de l'incendie, qui est extrêmement cher. Aujourd'hui, on le met dans le télécom, mais ça, c'est un fait vécu. Il y a plusieurs centaines et de milliers de véhicules aujourd'hui qui ont la technologie qu'on a développée pour... C'était pas un défi, c'était une décision d'entreprise, mais qui est la même chose, qui est décelée à partir du défi qu'on avait de la Corée. On a développé des systèmes et puis on les a implantés maintenant beaucoup plus abordables dans la technologie de télécommunication pour s'occuper de notre fibre optique au pays. Donc, partir de ça, est-ce que ça crée... question pour vous, Jonathan, est-ce que ça crée des économies d'échelle au final pour vous? Absolument. Ou non? Oui. Oui, absolument, parce que au début, ces premiers systèmes-là sont extrêmement onéreux à développer. Mais quand les gros donneurs d'ordre, des grandes entreprises qui croient et qui veulent protéger, dans ce cas-là, leurs utilisateurs, ben, ils donnent des volumes intéressants qui fait qu'on peut réduire nos coûts puis être compétitif, parce qu'une fois qu'on a développé des produits comme ceux-là, ben, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des copies, font faire des copies outre-mer, vont essayer de faire ces choses-là. Il faut se protéger d'une certaine façon de ça. Donc, quand les grands donneurs d'ordre nous donnent des volumes, ça nous permet de baisser nos coûts et de beaucoup plus compétitifs. Par contre, si on parle des aspects publics, ils sont souvent en appel d'offres, ce qui désavantage un petit peu les aspects normés. Oui, mais en même temps, souvent, c'est le plus bas soumissionnaire ou équivalent. La Ville de Québec, j'ai entendu qu'ils arrivent avec une nouvelle approche. Par contre, pour nous qui maximisons la chaîne de valeur au Québec, on essaie de promouvoir tout ce qui s'achète localement. Par contre, quand on tombe au public, on a 2 façons de voir les choses. Le public, non, il est plus cher. Oui, mais leur produit vient d'ailleurs. Nous, nos salaires ne sont pas les équivalents. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Parce que les salaires qu'on donne à tous les employés et les employés des entreprises qu'on fait affaire au Québec sont payés beaucoup plus cher. Ils vont dépenser leur argent ici. Donc, l'économie locale et globale est très importante dans l'application d'un défi, encore une fois. Intéressant. Olivier, la commercialisation des solutions que vous créez dans le cadre des défis? Évidemment, nous, notre situation est un peu différente parce qu'on est une micro-entreprise, là. On est une start-up. Là. Donc, ça fait 2 ans qu'on existe. On innove vraiment à la vitesse grand V. Le premier défi innovation nous a permis de développer une solution d'électrification pour les travaux d'aqueduc. En faisant ça, on a appris à convertir l'énergie des batteries en hydraulique. Pourquoi? Parce que les gars, dans les trous, quand ils sont dans des zones inondées, peuvent pas avoir des fils électriques, donc il y a des risques d'électrocution. Donc, ce qui nous a amené qu'on a développé une expertise à convertir les batteries en hydraulique. Et maintenant, on est en train de l'adapter parce que les camions électriques ont besoin finalement de convertir encore de leur batterie vers l'hydraulique pour certains sous-composants. Donc, ça nous a amené au 2e défi innovation avec la Ville de Victoriaville qui a besoin de certains outils pour lever des bennes, des nacelles et tout. C'est pas efficace de faire ça 100% électrique. Donc, c'est pour ça qu'une conversion à l'hydraulique nous a amené des nouveaux marchés qui finalement, dans les camions électriques là, qui sont encore en train de se développer. Donc, pour nous,
le volume est dans le futur, mais ça s'en vient. Donc, Ça s'en vient. Exact. Pour Réaction, enchérir à ce Jonathan, qu'il dit, en apprenant ce qu'ils sont en train de faire, la technologie qui va être développée pour justement leur défi, c'est similaire. Donc, on va pouvoir maintenant partager, s'entraider un peu oui. plus en disant, ben, on a fait quelque chose parce que c'est les mêmes Partager des conversions. Tout ce qui est apprentissages, oui. véhicule-outil utilise l'hydraulique. Mais l'électricité, d'aujourd'hui, on est obligé de convertir en hydraulique pour faire fonctionner les outils. Donc, ce noyau-là de conversion qu'eux ont besoin de faire et qu'ils développent, ben nous, on en a aussi Déjà. besoin pour le faire. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une synergie interentreprise qui peut générer. Là. J'aime Hein? ça. Ça ferait plaisir. Vous l'aurez vu en sur direct. scène, en direct. Oui. L'énergie créatrice. On est dans Time Word En Énergie. direct, exactement. en direct. Une réaction, ça va par rapport au... Et je peux-tu rajouter une couche? Bien sûr. Puis là, c'est le Québécois qui va parler. Là. Tu sais, on arrive à l'étranger, puis vous savez, j'ai des gens qui me connaissent, je travaille beaucoup avec les pays asiatiques, dont la Corée du Sud. Et tu sais, on s'en va à l'étranger avec un avion bombardier, on s'en va. Là, tu arrives à Séoul, puis l'échelle pour les pompiers, Made in Québec, là, la fierté. Ça donne rien peut-être sur le... mais Ça il donne me semble beaucoup. que C'est fier. le moteur. Le moteur n'est pas nécessairement financier et beaucoup plus, c'est nous, ça vient de chez nous. C'est Exact. fait chez- on est- la est fierté capable, qui ouais. vient pour un entrepreneur, elle est là principalement. C'est ce que j'entends, la fierté. Intéressant. Je n'avais pas prévu cet aspect-là, mais c'est bien de le mentionner. Il nous reste à peu près 8 minutes avant de terminer le panel. Je vous le dis parce que ce sera aussi l'occasion de poser des questions si jamais vous en avez dans la salle. La prochaine question, c'est beaucoup plus par rapport à la portée des défis innovation. Puis je vais peut-être relancer la balle à Sabin. Selon vous, c'est quoi la portée de ces défis d'innovation? Une fois qu'on a parlé de commercialisation, on a parlé d'investissement, d'intelligence qui est créée. Je suis peut-être pour dire, regarde, c'est pensée local, puis c'est une vision globale. Globale. C'est ça. La portée, pour moi, on se limite à notre planète. On est quand même raisonnable. Mais vous voyez, c'est penser ici, travaillons ici. Les problèmes incendies, c'est partout. C'est ici, c'est à Corée. Tu sais. Oui. C'est ça Oui. que j'aime. C'est ça. Puis regarde, puis avec Alliance Métal Québec, ils organisent des missions. Ils amènent des gens à l'étranger, en Europe, en France. Ben, il y a certaines des choses. Nous, on peut aider l'Europe. L'Europe peut nous aider beaucoup. Ben, peut-on travailler comme ça? Donc, la portée, pour moi, est infinie. Il faut le faire pour les changements climatiques. Il faut le faire pour... Si on veut y arriver, montons-nous les Plusieurs manches. autres Fait que je pense, applications. pensons local, mais pensons global. Raoul, je reviens vers vous. Vous disiez, c'est votre premier défi, probablement pas le moins. C'est quoi la portée des défis innovation pour vous? Pour moi, elle est assez large. Hein. Je vais le nommer comme ça. Il n'y a pas vraiment de limite là-dedans dans la mesure que il y a plein de besoins. OK? Par contre, je dirais que maintenant qu'on a eu cet échange-là et que j'ai vu un peu les différents autres défis qui ont été lancés, pour moi, la portée devient plus nationale dans la mesure que lorsque j'ai une tribune avec d'autres villes, mais comment est-ce qu'on s'assure de regarder ces différents besoins-là? Encore là, pensons out of the box au niveau de l'écosystème pour voir comment est-ce que ces besoins-là peuvent stimuler l'économie locale et développer une expertise. Oui. Donc, ça va au-delà du rôle de juste mon équipe fait de l'acquisition, des réparations et tout ça. On élargit le rôle pour être une partie prenante de l'écosystème un petit peu plus. Fait que pour moi, la portée, ça va clairement au-delà du produit fini en tant que tel. Mais clairement, je reviens à mon élément de départ de dire, mais est-ce qu'on peut mutualiser des besoins? Est-ce qu'on peut regarder des besoins similaires pour bien gérer les efforts de tous et chacun? Nous, dans le domaine public, donc je gère des deniers publics, ben, je peux-tu travailler avec Michel pour dire, ben 50% de ton gars, 50% du mien, ça nous permet de faire peut-être d'autres choses, puis on va avancer ensemble là-dessus. Donc, moi, la portée, elle prend une autre dimension maintenant qui va au-delà de juste le défi physique, tout Le simplement. besoin précis que vous Mutualisation. aviez. Oui. Oui, mutualisation, je pense effectivement, ça c'est un mot-clé. Michel, je vais peut-être préciser beaucoup plus la question. Comment est-ce que, en tant que municipalité, dans le cadre des défis innovation, vous devez ou vous pouvez favoriser des solutions québécoises? Jonathan en parlait, cette fierté un peu plus de c'est fait chez nous, on l'amène à l'international, mais aussi c'est fait entièrement. Oui, le défi qu'on a en ce moment est une première au Québec pour un véhicule incendie. C'est ceux qui connaissent le monde de l'incendie. 99% des véhicules incendies sont fabriqués aux États-Unis. Donc, être le premier modèle ambassadeur, moi je peux me nommer comme un ambassadeur de ce produit-là, de ce défi-là, pour le reste du Québec, de l'Amérique du Nord, du Canada,
On pourrait toutes les nommer. Mais le but premier est de voir est-ce que des petites municipalités deviennent, qui voient notre produit et dire, OK, eux, avec la petite communauté qu'ils ont été capables de faire un défi comme ça. Et pourquoi pas qu'une autre municipalité pourrait lancer un autre défi que moi, je vais pouvoir bénéficier aussi par après, comme les Chenillettes aussi de Québec, ou vice-versa par rapport à cette entreprise-là ici aux côtés. Mais l'incendie va être un précurseur, là, c'est sûr. Je le sens et je pense que RH le sent aussi, que ça va être un précurseur là, dans l'avenir. Donc, moi, faire l'ambassadeur de ce produit-là, jusqu'à ma retraite, ça va être parfait. Ça va être important. Ça va être important. Puis on sent même au-delà, en tout cas, au-delà de la retraite, définitivement, Michel, ça va être important pour vous. Peut-être la dernière question, il nous reste à peu près 2 minutes comme tour de table, messieurs. Est-ce qu'il y a un élément que vous souhaitez communiquer par rapport au défi innovation, comment ça s'est passé, perspective entreprise, dont on n'a pas parlé ou qui serait important à prendre en compte pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans la salle ou qui nous écoutent virtuellement également? Est-ce qu'il y a un élément qu'on a oublié de mentionner? Moi, je dirais tout simplement le marketer encore plus. Oui, hein? OK? Important. Autant pour les municipalités que pour les entreprises, il faut marketer que ça existe, c'est en place, le publiciser. Parce que ça, quand on market des choses, bien, ça stimule, ça permet des échanges à un premier niveau, de dire « Ah, j'ai vu ça, tout ça ». Je pense qu'il faut le marketer plus, cet aspect-là de défi innovation. Pour moi, il n'est pas encore assez connu. Qu'on soit là, nous, c'est correct, parce que je pense qu'on est des gens qui sont un peu convaincus, mais allons plus loin. Puis quand je parle de marketing, mais il peut être à plusieurs niveaux. Là. Oui, différentes façons industriel, commercial, limite, municipalité, tout ça. Le mot, c'est marketing. Sabine, je vais vous laisser réagir en dernier. Peut-être Olivier, Jonathan? Définitivement, je crois que la demande vient du niveau public, ce qui est habituellement beaucoup plus rigide, beaucoup plus fermé dans les procédures d'affaires, on comprend tous pourquoi. Par contre, d'oser demander quelque chose qui sort un peu de la norme, il faut être capable et donner aux entités municipalités la confiance de dire « Ah, je vais en faire un », mais de ne pas avoir peur que ça sorte un peu trop du standard établi, d'oser faire une demande un peu, des fois, farfelue, mais qui peut être ajustée. C'est moins rigide. Dire, ben, vous voulez ça, malheureusement, c'est à peu près impossible, mais on peut venir à 85-90% de ce que vous avez demandé. On serait prêt à le relever. Ça va générer beaucoup plus de créativité et de la part des entrepreneurs et des besoins municipaux. Parce que la demande vient du municipal en partant. Donc, c'est à eux à bien faire le marketing au niveau gouvernemental pour être capable de leur dire, vous avez des outils, utilisez-les. Nous, on va les voir lever les demandes. Et puis à ce moment-là, ça va générer beaucoup plus d'innovation. Jonathan, vous m'ouvrez une porte et j'ai une question. Les besoins partent des municipalités avant, mais est-ce que l'inverse peut être vrai? Est-ce que les entreprises peuvent proposer? Bien, proposer ce qu'ils ont des besoins, c'est le cours normal d'une entreprise d'essayer d'offrir le produit. Par contre, des demandes comme ça, je vais le développer. C'est ça qu'on veut faire dans d'innover le défi, plus que de faire un marketing habituel, d'essayer de vendre un produit qu'on a créé qui ne répond pas toujours aux besoins de ce que les gens ont, tandis qu'à la fin d'un défi, les gens vont avoir principalement exactement ce qu'ils voulaient avoir, sans avoir vraiment dit ça n'existe pas. Non, mais on peut adapter notre produit en fonction de ce qu'ils vont avoir besoin. Qui ont été exprimés. Olivier? Moi, j'aimerais ça qu'on parle de plus en plus des bons coups que les villes font en innovation, parce que ça va permettre, après ça, de peut-être donner le courage à ceux qui voudraient, mais ne pensent pas qu'ils sont capables, de dire, OK, telle ville le fait. Puis aussi, vu que la ville, c'est le gouvernement de proximité, ça donne aussi beaucoup confiance, un vent positif envers les citoyens. Parce que c'est sûr, il y a eu des histoires, il y a une dizaine d'années, que les municipalités ont une mauvaise presse, mais maintenant, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai été vraiment surpris de voir l'accueil à l'innovation, puis les idées, puis tout ça, le goût au changement qui sont dans les municipalités. Il faut que le mot sorte pour que ça fasse boule de neige, pour qu'après ça, ça puisse finalement créer une nouvelle société qui va être plus durable, évidemment. Une autre opportunité de marketer, cette fois, pas seulement les défis d'innovation, mais l'innovation au sein des municipalités, à quel point elles le font déjà, et que c'est important d'inspirer d'autres. Michel?
moi, ce que j'aimerais aussi, c'est quand il y a un défi comme ça, ou plus tard là, je m'adresse au gouvernement, là, c'est qu'on soit appuyé aussi pour nos défis. Là, on a Défi Innovation, on a Alliance Québec, mais on pourrait aussi, quand on a un bon coup, on a une bonne idée, ben le coup de pouce que ça prend à la fin pour qu'est-ce qui manque financièrement ou pour nous aider aussi, dire, regarde, on va vous supporter dans votre défi aussi. Oui, la compagnie va avoir un montant, mais après ça, il faut faire l'acquisition, l'entretien, les formations. Et ce véhicule-là devient un peu un exemple, là, puis dire, regarde, vous avez fait un bon coup, voilà la médaille pour votre travail. Oui, votre travail pour l'environnement. Oui, tout à fait. Sabin, je termine avec vous. Je vais prendre là-dessus. un angle complètement différent. Je suis tellement d'accord avec Raoul, il faut publiciser ça. Les entreprises ont un défi d'innovation. Mais il y a un autre défi important, c'est la rétention des talents, l'attraction des talents. On parlait des municipalités, c'est des citoyens, mais c'est qui les citoyens de demain? C'est les jeunes. Donc, montrer toute cette innovation-là, c'est attractif. Plus on va en connaître dans nos maisons, dans nos écoles, les maisons d'enseignement, tout ça, on a des facultés de génie, de commerce, de marketing, etc., etc. Ben, plus nos entreprises, tout le monde vont être... Ça attire des talents, ça retient des talents. On a bien beau d'avoir des idées, mais il faut que les gens les réalisent, ces idées-là. Ben, je pense qu'il y aurait aussi un avantage d'aller de publicité dans les écoles, les petites, les moyennes, les grandes, parce qu'on prépare le citoyen de demain. Puis c'est lui qui va avoir à vivre avec tout ça. Donc, n'oublions pas les maisons d'enseignement. Avoir une certaine exposure, excusez l'anglicisme, là, mais au niveau des médias, alors regardez ce qui était fait au niveau d'une municipalité. Eux sont aidés, les entreprises vont être aidées, mais de monter, premièrement, du positif, ça serait déjà génial. Une fois le projet réalisé, aller plus loin. Montrez-le à tous, regardez ce qu'on était capable de faire. C'est cette partie-là que souvent, une fois que ça va être accompli, on arrête ça là, puis il n'y a pas cette publicité-là qui est faite autour. Vous m'ouvrez une autre porte, Jonathan, mais je vais beaucoup plus ouvrir la période de questions si jamais il y en a. Je vais poser ma question un petit peu plus par rapport aux médias et le positif. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos panélistes? Joanne Martin, stratège d'affaires. La question est pour Raoul. Je voulais juste savoir au niveau de votre volonté de mettre en place de nouvelles pratiques, on va dire, pour la ville de Québec. Est-ce que vous ressentez de la résistance de la part des employés syndiqués? Mais en fait, la résistance, elle est dans l'ensemble de l'œuvre. Okay? Je ne veux pas regarder un groupe en particulier, parce que qui dit gestion de changement s'adresse à tous les paliers. Okay? Ça s'adresse à tous les paliers. Fait que la résistance, puis encore là, des fois, ça va être de la curiosité, ça va être de l'insécurité. Puis, je vais le dire de façon très académique, je vais les placer sur une courbe de gestion de changement en 7 étapes. On annonce, il y a de la résistance, il y a des leviers sur lesquels on va appuyer pour supporter le changement et faire de la transformation avec les gens. Donc, je le dis comme ça, c'est très académique de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et s'il y a il y a de la résistance à ces différents changements-là, en fait, c'est normal. Il ne faut pas le voir comme étant un enjeu. N'importe quelle personne qui veut un changement, même moi, on m'apporte un changement, je fais les 7 étapes de la gestion de changement alors que je suis un générateur de changement moi-même. Donc, pour moi, ce n'est pas un enjeu. Ça fait partie du cycle de transformation de vivre ça. Donc, oui, je le vis, pas particulièrement à un endroit ou à un autre. C'est partout, mais c'est d'amener les gens au bon moment à participer comme transformateurs. Bon, est-ce que je commence avec certains groupes plus spécifiques? Peut-être. Ça fait partie de la stratégie de communication de cette transformation-là. Mais pour moi, je pars du principe que la résistance est toujours à chaque niveau, mais chaque niveau aura son propre plan de communication et de transformation pour être capable d'y arriver. C'est comme ça que je l'aborde. Bonjour, Philippe Fleury de l'Institut climatique du Canada. Ma question est aussi pour vous, Monsieur Pascal. En fait, je me demandais, on sait que moi, je suis habitué de travailler à des niveaux un peu plus hauts de gouvernement, avec le provincial, avec le fédéral, puis souvent les enjeux technologiques sont politisés quand on veut faire de l'innovation, puis on a adressé toute cette question-là, cette dynamique-là de politisation d'une technologie ou d'un projet innovant. Est-ce que vous, à l'échelle de la Ville de Québec, vous remarquez aussi cet enjeu-là, ou est-ce que le débat peut-être sur l'implémentation de vos projets tourne plus sur la qualité technique versus le prix?
Je vais être sûr que j'ai bien saisi votre question. Je vais vous demander de la répéter. Il y a un petit bout que j'ai manqué, je m'excuse. Sans problème. C'est juste que quand on parle d'innovation, des fois, à des niveaux plus hauts de gouvernement, Oui. il y a une dimension très politique, idéologique qui se rajoute autour du simple aspect technologique ou économique d'un projet. Je me demandais si c'était une dimension qui était autant observable au niveau municipal. Bien, je dois dire qu'elle est observable, parce que si vous regardez mon parcours, j'étais à Montréal avant, maintenant je suis à la Ville de Québec. Elle est observable, mais pour moi, c'est pas différent. La question à laquelle j'ai répondu tantôt, pour moi, c'est la même chose. Il faut amener les gens dans cette discussion-là, dans cette dynamique-là de transformation. Une fois qu'on a tous dit que oui, il faut aller vers l'avant, au-delà de dire que c'est un vieux pieu, maintenant, let's make it happen. Excusez-moi l'expression en anglais, let's make it happen. Okay? Mais encore, il ne faut pas sous-estimer les défis de transformation, quelle que soit l'organisation. Que ce soit au niveau du politique, je les laisserai faire leur portion à eux. Moi, je fais de l'administratif dans le cadre de mon rôle. Donc, nous, c'est d'apporter les solutions, les différentes possibilités. Et si ça donne que ça répond à un besoin politique ou autre, mais tant mieux. Nous, notre devoir est d'amener les solutions. Et comme le disait Olivier tantôt, il y a un stress sociétal qui est quand même présent. Je pense qu'on a une opportunité à travers ça de proposer des choses un petit peu différentes. Maintenant, leur capacité à prendre le changement, ça leur appartient. Nous, notre devoir, notre obligation, je dirais, est d'aller de l'avant avec ces propositions-là, quelles qu'elles soient, en tenant compte du fait qu'ils ont un agenda, oui, mais ça se place encore une fois dans un plan de transformation. Puis ça se peut que ça prenne plus de temps. C'est factuel dans les municipalités ou au niveau des gouvernements. Il faut le savoir. Donc, on n'arrive pas à la dernière minute. Il faut savoir qu'il y a un cycle dans la portion politique. C'est correct. Moi, je suis l'administratif. On va les inclure à l'intérieur de tout ça et on va continuer à avancer tout le monde ensemble. Moi, c'est pas une question, France Chapdelaine. Je suis directrice de la Chambre de commerce de la Haute-Matawini. Je trouve ça vraiment inspirant ce matin de vous écouter. Puis ça me dit qu'à la FQM, à l'UMQ, à la Fédération des chambres de commerce, il devrait y avoir des panels comme ça pour venir montrer ce qui peut se faire entre municipalités et entreprises. Et entre entreprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre commentaire. Comme quelqu'un qui siège sur le CA de la FCCQ, je le prends très, très bien en note. Sabin? On parlait de visionnaire, je vais saluer la vision de TimeWorld. Le prochain débat est avec l'UMQ. Donc, je vais simplifier l'énergie et les villes. Donc, j'inviterai les différents collègues de demeurer à prochain débat, là, tout de suite après, même lieu, même poste, avec M. Danfous et les collègues de l'Union des municipalités. Merci. Merci, Michel, encore une fois, pour la période de questions. Merci à ceux et celles qui ont posé des questions. Merci à vous qui avez été avec nous pour la durée de ce panel. Merci, messieurs. Sabin Boily, Raoul Pascal, Michel Delaplante, Olivier Brault et Jonathan Lesage. Merci pour vos échanges. Merci beaucoup. Merci. Si moi, j'ai tout compris de ce débat, ça veut dire que vous avez fait une sacrée belle job. Merci à toi, Déborah. Merci beaucoup. Merci.